Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec tous les copains Bast, BCLR, Tsuki Ball, Sebweed, Volodia, Mensauer, Jujucro, New 91, Afactis, etc., etc., etc. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai des bonnes news sur les prix parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. Donc là, c'est la panique totale, globale et généralisée. Et pourtant, on vient d'avoir une belle démonstration hier qui peut entériner certaines choses. Donc, ça sera une idée personnelle que chacun fera en connaissance de cause. En tout cas, moi, j'aime bien ce qui est en train de se passer sur le BTC. Donc, on va aller regarder ça en premier. Et après, je vais vous parler de Ethereum principalement, qui a eu un problème qui est quand même assez grave et qui est passé pourtant à côté de... Bon, moi j'aime bien mettre le doigt là où ça fait mal, hein. Ça y est, vous commencez à me connaître. Donc je vais mettre le doigt où ça fait mal sur Ethereum parce que vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose de grave, peut-être même très grave. Et à chaque fois qu'il y a un narratif, et là il y a un narratif sur l'Ethereum, Ethereum 2, New Regeneration, etc., etc. Donc Ethereum, là il y a un beau narratif. Donc vu qu'il y a un beau narratif, on ne dit pas les choses. Donc moi je vais mettre le doigt dans la prise, je vais allumer une flamme et foutre le feu dans le domaine de la crypto. C'était un peu comme avant avec Atom, personne n'avait le droit de parler d'Atom, ce qu'on avait fait. Et puis encore avant, quand c'était le narratif Solana, bah, on n'avait pas le droit de dire ce qui allait pas sur Solana. Et pourtant aujourd'hui, les narratifs changent. Vous voyez que les narratifs changent. Solana, Atom, maintenant c'est ETH, demain ça sera un autre, avec les roll-ups, tout ça, etc. Donc on va regarder en détail ce qui s'est passé, ça va être très intéressant. Donc je vous emmène sur mon PC, on regarde un peu les prix, des good news, bon, enfin moi en tout cas j'aime bien, je vais parler en mon nom propre. Derrière on se fait Ethereum, gros problème, et d'autres blockchains qui sont en carafe, mais on va regarder ça en détail. Donc je vous emmène sur mon PC, on parle en premier du BTC. Donc le BTC, alors en réalité le BTC, faut le regarder. Moi je le mets, alors comme je vous dis, je me répète, je suis pas un trader. Ok, le trading, je regarde ça à 10-15% dans une prise de décision. Et en fait, le truc, c'est que là déjà, il faudrait le regarder non pas en daily, mais en weekly, en semaine. Donc en fait, une bougie égale une semaine. Donc on voit qu'il y a eu une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. 9 semaines consécutives de baisse interrompues. Ininterrompues, pardon. Ininterrompues. Donc ça veut dire que ça baisse jusqu'à la mort et ça s'arrête pas de baisser. Et ça baisse, et ça baisse, et ça baisse. Donc là, j'ai pas été voir, mais vous savez quoi, je vais le faire avec vous. On va regarder un petit peu le Crypto Fear Grid. Mais à mon avis, on devait être dans les 9, 8, peut-être quelque chose comme ça. Enfin bref, un truc historique. Yesterday 10, voilà, 10. On était à 10, et puis là, il y a une belle reprise. Donc ça y est, on se détache un peu. Donc, 9 semaines de baisse, j'ai été voir, et j'ai l'impression, alors j'ai été voir les 2 dernières années là dans le graphique, j'ai regardé tous les endroits bleus, tous les endroits verts et tous les endroits rouges, et en fait, j'ai jamais trouvé une occurrence ininterrompue de plus de 7 bougies de la même couleur, que ça soit rouge ou vert. Ça veut dire que il y a bien forcément un moment, et même en bear market, ok. Je dis bien et même en bear market parce que chacun aura sa propre conception du bear market. Certains vont dire on est en bear market, d'autres vont dire on n'est pas en bear market. Moi, à titre perso, en fait, c'est un concours de quéquette, ça, hein, de dire est-ce qu'on est dans le bear market ou est-ce qu'on n'est pas dans le bear market. Ça, c'est de la quéquette, on s'en fiche de ça. Mais si vous voulez, moi, il y a une zone qui m'intéresse particulièrement, c'est celle-là. À 27, je l'avais mis à 27 800, et en fait, elle a touché. Elle a même été en dessous, mais elle a jamais clôturé en dessous. Et le BTC, malgré ce qu'il y a eu, que ce soit d'un point de vue macroéconomique, financier, économique, euh, interne aussi, dans le domaine de la crypto, les cataclysmes qu'on a vécu là les dernières semaines, bah en fait, malgré ça, bah, le BTC, il est somme toute, ma foi, assez solide. J'avais tracé un canal vert, on est toujours dans le canal vert. Alors pendant 2 semaines, on s'est beaucoup ennuyé. Quand je dis 2 semaines, c'est ici, hein. Ok, à part, je vais vous mettre une flèche pour ceux qui regardent sur des petits écrans. Si j'y arrive, ouais, on va faire comme ça. À partir d'ici,
Bah, en fait, il s'est passé 2 semaines où il s'est rien passé en réalité. Donc c'est une compression. Hein. Et ça, c'est quand il se passe rien pendant longtemps, c'est que derrière, ça amorce un scénario assez puissant. Mais il peut être dans les deux sens. Hein. Là, on l'a eu en vert, mais il aurait très bien pu avoir lieu en rouge. Et je vous avoue que moi, j'aurais même mis une petite pièce sur le rouge. Et pourtant, il a tenu, donc on part dans l'autre sens. Donc ça sert à rien de lutter contre le market maintenant. Donc pour moi, le BTC, là, c'est une belle news. Il y a quelque chose qui est beau. Donc, à court terme, je précise, à court terme. Hein. Quand je dis court terme, jour, semaine, peut-être 1 ou 2 mois, mais pas plus. À court terme, on peut avoir un petit rebond qui va être sympa. J'espère. En tout cas, j'aime bien ce qui est en train de se passer par rapport à moi. Donc là, je fais un petit bisou à Mensawar qui m'écoute. Il voulait de l'opium, alors en voici. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est bien. On vient de quitter la petite zone là qui était dangereuse. On a testé. Finalement, BTC solide. Par contre, les altcoins ont bien ramassé. Hein. Ça, c'est une évidence. Si vous regardez à droite de l'écran, les altcoins se sont fait démonter. Donc là, j'aimerais bien, je pense que à court terme, on pourrait avoir notre petit rebond jusqu'à la zone rouge et voire même péter la zone rouge pour arriver dans ces zones-là. Ce serait cool. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Que chacun fasse en connaissance de cause. En tout cas, à court terme, je dis bien à court terme, c'est bien. À moyen long terme, je pense qu'on peut retrouver encore les 15 000 $. Il faudrait des invalidations, mais beaucoup plus loin encore, pour pouvoir se tirer de cette zone-là. Donc à long terme, je pense que ça pue un peu, mais à court terme, on risque d'avoir des trucs qui sont sympas, des bouffées d'oxygène qui sont belles. Donc à voir, je vous livre un sentiment, que chacun pense, lui, ce qu'il a envie de penser et fasse ses stratégies en connaissance de cause. Mais voilà, je donne un avis. Donc maintenant, je vais vous parler des news. Et notamment sur Ethereum, la Beacon Chain. Beacon Chain, alors, qu'est-ce que la Beacon Chain? La Beacon Chain, vous savez, sur Ethereum, là, en ce moment, on fonctionne avec les deux consensus. Donc l'ancien consensus, celui de la Genesis, de la genèse d'avant, d'il y a longtemps, qui est 2000, Ethereum, c'est quoi? C'est 2009, je crois, ou 2007, je ne sais plus quelle année a été créé Ethereum, mais avant, c'était du Proof of Work, avec des validateurs qui validaient physiquement les blocs avec la puissance de minage. Et aujourd'hui, depuis 2020, ils ont créé la Beacon Chain, qui fonctionne avec le principe de Proof of Participation, et donc c'est du Proof of Stake. Et en fait, il y a eu une galère. Il y a eu une galère, mais c'est passé un peu à la trappe, où personne n'a voulu en parler. Donc c'est ce que je fais dans cette vidéo, un peu en retard, parce que c'était la news du 26 mai. Aujourd'hui, on est le 31, mais j'avais des occupations aussi à faire de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, la Beacon Chain, donc la chaîne de Ethereum Proof of Stake, a subi une réorganisation. Alors, réorganisation, en anglais, ils appellent ça reorg. R-E-O-R-G. C'est écrit là, vous voyez là, reorg. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, une réorganisation peut se produire soit par une défaillance du réseau, comme par exemple un bug, par exemple une attaque malveillante, qui entraîne temporairement une version dupliquée d'une blockchain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la blockchain Ethereum, vous savez, elle crée des blocs, les uns à la suite des autres, crée des blocs, des blocs, des blocs, des blocs, des blocs. Mais il y a un moment où la création de blocs continue, elle s'est arrêtée, et en fait, en réalité, elle a continué, mais elle a continué ailleurs. C'est ce qu'ils appellent la réorg, la réorganisation. Et du coup, vu qu'elle a été continuée ailleurs, ça aurait pu arriver à quelque chose de très grave. Et ça, précision, faites que ce que je suis en train de vous parler, c'est uniquement la Beacon Chain. Okay, c'est la nouvelle, si vous voulez. L'ancienne, elle est robuste. Et pendant plus de 10 ans, elle n'a jamais quasiment eu aucun problème. Donc, le Proof of Work, on le connaît avec le BTC et avec d'autres blockchains, mais c'est particulièrement solide. Mais le Proof of Stake, ou en tout cas la conception du Proof of Stake à la Ethereum, c'est pas encore ça. Et c'est peut-être pour ça que finalement, ça prend du temps. Et ça prend peut-être plus de temps que prévu. Alors, je vous rassure, je vous présente ça comme si c'était extrêmement grave, etc. Mais au final, ça a eu un petit arrêt qui a des conséquences bénignes. C'est pas grave, si vous voulez. C'est pas grave, mais ça aurait pu être grave. C'est ça le truc.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si la validation des blocs aurait continué du coup, sur la chaîne parallèle, donc sur le fork, hein, c'est un fork d'une blockchain, c'est-à-dire que au lieu d'être validé comme ça, bah en fait il se valide de l'autre côté, et si la suite des validateurs aurait continué longtemps, et quand je dis longtemps, c'est là il y a eu 7 blocs qui ont été validés comme ça, mais si ça aurait duré une vingtaine, une trentaine ou une centaine de blocs, là ça aurait été beaucoup plus grave, parce qu'au final, la chaîne parallèle qui aurait pu être créée aurait pu devenir la chaîne principale. Là, ça serait problématique. Parce que sur Ethereum, il y a pas 1 ou 2 milliards de fonds sur Ethereum. Il y en a. C'est la chaîne la plus grosse de tout l'écosystème. Donc s'il y a un problème qui est non maîtrisé, ça peut avoir des conséquences systémiques. Vraiment très importantes. Mais comme je vous dis, c'est pas le cas. Et vous allez voir, on va regarder un peu le truc en détail. Donc, comme je vous disais, la Beacon Chain, elle a été lancée le 1er décembre 2020. Donc en gros, ça fait même pas 1 an et demi. Donc c'est tout jeune. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin d'être sûrs de ce qu'ils font avant de passer à un système totalement là-dedans. Parce qu'en fait, on va passer d'une étape sur Ethereum, d'une étape où on avait une stabilité, où on savait comment ça fonctionne, avec des inconvénients qui sont les frais qui explosent, qui sont la scalabilité, c'est des inconvénients, mais en termes de sécurité, en termes de solidité de fonctionnement, ce qu'ils avaient Ethereum en Proof of Work, c'était du lourd, si on peut dire. Donc là, on arrive sur un truc où c'était solide et tout, un truc où on commence à avoir déjà des dysfonctionnements. Alors, comme je vous dis, c'est pas forcément très grave, mais ça existe et il faut le savoir. Et du coup, ça aurait pu amener à quelque chose de plus grave. Donc là, en fait, ils ont parlé, donc ils nous ont montré, il y a un tweet où ils nous montrent en fait les 7 blocs. Et on voit que en fait, tous les trucs verts, c'est les blocs qui sont proposés aux validateurs et qui sont ensuite validés. Et puis on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en a 7 qui sont passés à la trappe. Et après, les validateurs ont repris la validation des blocs dans le bon sens et comme il faut. Donc plus de peur que de mal, mais ça aurait pu mal se finir. Et en fait, le truc, c'est que la question, c'est pourquoi. Pourquoi il y a ça? Ben en fait, la réponse, c'est que on ne sait pas. Voilà, voilà, allez, salut, bonne journée. Hein. Ben, c'est du troll ce que je dis, mais en fait, non, c'est vrai, c'est la réalité. Ils savent pas. Donc, ce qu'ils vont faire, alors moi, j'ai lu tout le truc et tout. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que vu qu'ils savent pas, il y a, comme il dit Vitalik Buterin, il y a des hypothèses. Ok, il y a quelques bonnes hypothèses qui pourraient être que, par exemple, qu'il y a des validateurs. Donc, quand je dis les validateurs, on ne parle pas de proof of work. Hein. Là, on parle de la Beacon Chain. Donc la Beacon Chain, ça peut être n'importe qui a un validateur sur son PC et qui valide les blocs à condition d'avoir 32 Ethereum. Enfin, qui pouvaient le faire, qui peuvent le faire. Et donc en fait, une des causes qui pourrait être intéressante et qui pourrait être une hypothèse selon Vitalik Buterin, ça serait que en gros, qu'il y ait plusieurs types de validateurs qui utilisent le logiciel, en fait le logiciel de staking, le logiciel de minage pour valider les blocs, en fait, ils l'utiliseraient, mais pas avec les mêmes versions. On avait eu ça une fois sur Kusama il y a très longtemps, ça avait engendré un truc. Et en fait, le Vitalik Buterin, il dit que effectivement, ça pourrait être ça. Et du coup, mais c'est pas sûr. Donc ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui va se passer, machin, etc. Mais pour l'instant, ils savent pas. Et en fait, quand il y a des réorganisations comme ça, des réorgs, ça peut être d'origine bénigne. Donc là, a priori, c'est le cas. Et ils ont dit que c'était le cas. Mais il peut aussi avoir des origines malsaines. Et quand je dis malsaines, ça peut être en réalité des attaquants. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a une déconnexion, enfin si on peut dire ça comme ça, une déconnexion de la blockchain, en fait vous pouvez envoyer une transaction avec des frais très faibles. Donc en fait, quand vous envoyez une transaction avec des frais qui sont faibles, ben en fait, si vous voulez, vous n'êtes pas prioritaire sur la blockchain. Ça veut dire que ceux qui mettent des frais plus élevés vont passer avant vous. Et du coup, on peut mettre une transaction avec des frais faibles sur le fork,
et faire la même chose sur la vraie blockchain avec des frais plus importants. Et du coup, une fois, mais avec des frais plus importants, donc avec du gaz plus important, et pour faire passer la première avant la deuxième, et du coup jouir des fonds deux fois, de pouvoir utiliser les fonds deux fois. Et ça, du coup, ça s'appelle du hacking, c'est un hack, etc. Ça aurait pu être le cas, c'était déjà arrivé dans le passé, ce qu'ils expliquent. Et ça s'appelle une attaque à double dépense. Donc là, on parle de hack et de fraude. En tout cas, de ce qu'ils ont dit Ethereum, que ce soit le développeur principal d'Ethereum ou même Vitalik Buterin, ils ont dit que c'était juste lié à un bug. Et comme je vous ai dit au début, il y a plusieurs causes pour une réorganisation. C'est soit une défaillance du réseau, donc là, je pense que c'est ça, hein, c'est une défaillance du réseau, qui est comme un bug. Donc à mon avis, il y a eu un bug, mais tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir, donc j'ai dit un bug ou une attaque. L'attaque, ils ont dit non, donc c'est forcément un bug. Ça doit être forcément un bug, mais le truc, c'est que comme ils savent pas, bah en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont faire un post-mortem et ils vont étudier ce qui s'est passé pour le corriger et ne plus jamais que ça arrive. Alors, c'est quand même chaud parce que là, on est quand même sur Ethereum. On est sur une blockchain qui sécurise des milliards de milliards de milliards. Donc, quand je dis des centaines de milliards, c'est la capitalisation de marché est de 237 milliards. Alors, quand je dis capitalisation de marché, c'est le market cap. Ça ne veut pas dire qu'il y a 237 milliards effectifs. Ça, c'est juste la market cap. Hein. Ce n'est pas le nombre de dollars qu'il y a en circulation réellement. Mais il y a quand même des grosses sommes. C'est ça que je veux dire. Et donc, on prend des risques qui sont vraiment très importants d'un point de vue systémique. Donc voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que Ethereum, en ce moment, il y a quand même un beau papier d'emballage par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, etc. Mais au final, ce qu'ils sont en train de faire, c'est simplement un passage de Proof of Work à Proof of Stake, et ils essuient quand même des problèmes. Alors, là, on a vu un problème qui était bénin et qui aurait pu être beaucoup plus grave. Certainement qu'il y en a d'autres qu'ils ont gardé pour eux et qui ne nous ont pas diffusé. Mais en tout cas, là, c'était un problème qui était visible. Donc, il y a un dernier truc qui est important qui est dans l'article qui est expliqué et que je veux vous dire aussi, c'est que quand il y a des réorganisations qui concernent entre 2 et 5 blocs, c'est pas grave, ça peut être lié à la malchance. Donc c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Vitalik Buterin et Konstantinopoulos, les principaux à la manœuvre, les principaux développeurs à la manœuvre derrière le protocole Ethereum, derrière la blockchain Ethereum. Et en fait, le truc, c'est que quand c'est entre 2 et 5 réorganisations, c'est pas grave. Ça peut être un coup de malchance, un petit bug, une panne, etc. ou autre. Mais quand c'est plus long que 5, là, la réorganisation sont presque toujours dues à une panne réseau extrême, à des bugs clients. Donc je pense que c'est ça. Là, c'est un bug client, puisqu'ils estiment potentiellement que c'est un problème de mise à jour entre les différents logiciels de validation. A priori, c'est ça. Ou à des attaques malveillantes. Mais que du coup, à partir de 5 blocs, selon eux, ça peut être un problème qui est très grave. Donc là, c'est même pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc voilà, faut quand même toute proportion gardée, toute chose égale par ailleurs, faut regarder ce qui va se passer sur Ethereum, mais faut pas non plus considérer Ethereum comme la grande révolution planétaire à l'échelle mondiale et tout. C'est bien, ça sécurise beaucoup de valeurs, ça fonctionnait bien, mais là on voit qu'on rentre dans une période qui est nouvelle, et aujourd'hui on peut pas être sûr que la solidité d'hier sur Ethereum sera la même solidité de demain. Puisqu'ils auront une nouvelle. En fait, c'est une nouvelle blockchain. Hein. On passe d'un ancien consensus d'une blockchain à une nouvelle blockchain. Donc, vu que c'est nouveau, ils vont devoir forcément essuyer des plâtres. J'espère que ça ne sera pas trop grave. Mais du coup, nous, en tant qu'investisseurs, il faut le prendre en compte. Que quand vous stockez en bear market, vous stockez tous vos USDT ou vos USDC ou vos DAI sur Ethereum, parce que c'est ce que fait 90% de la cryptosphère et des investisseurs, moi y compris, hein. Mes USDC et mes DAI, je les stocke sur Ethereum. Donc, Ledger, mais Ethereum, réseau Ethereum. Donc, est-ce que on prend un risque supplémentaire juste en holdant des stablecoins parce qu'on prend le risque de la blockchain qui peut avoir des problèmes et tout?
Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais c'est à prendre en compte. Et que du coup, demain, alors quand je disais aujourd'hui que c'était les plus robustes parce que c'était proof of work et que leur système, il avait été à l'épreuve du temps, et même en cas de gros ralentissements et tout, ils étaient toujours là, ça fonctionnait bien. Même si on payait des frais astronomiques, ça fonctionnait bien et on avait la sécurité, tout bien. Mais demain, ce sera peut-être plus le cas. Ok, parce que du coup, ils vont arriver sur un autre type de consensus qui maîtrise peut-être un peu moins, etc., etc. Ça va être différent. Donc maintenant, on va bien voir quand, comment. Mais voilà, je pense que c'est à prendre en compte et c'est intéressant de réfléchir à ça. Parce que au final, enfin, en tout cas, pour moi, là, je parle maintenant, je vous ai listé des faits. Maintenant, je vais parler juste en mon nom propre. C'est-à-dire que du coup, pour moi, maintenant, la blockchain la plus solide, c'est Bitcoin clairement. Et pas autre plus que Bitcoin. Mais le truc qui est compliqué, c'est que est-ce qu'on peut avoir des stablecoins sur le réseau Bitcoin? Ah, là, ça se complique. Vous voyez le truc? Donc, ça amène à d'autres questions et tout. Et c'est le fruit d'une réflexion qui pourrait être amenée à rediscuter avec vous avec plaisir dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Et est-ce qu'il y a une corrélation avec le fait que la fondation Ethereum avait vendu beaucoup de Ethereum au top du marché à 4500 $? Est-ce qu'ils avaient peut-être prévu qu'il allait y avoir des galères et que donc du coup ils ont vendu pour bien valoriser leur prix et tout? C'est possible, j'en suis pas sûr. C'est des petites suppositions, comme je vous dis, là je parle en mon nom propre, je réfléchis à voix haute, j'en sais rien, mais c'est possible. Et du coup, le scénario qui dit que Ethereum c'est le king parce qu'il est, il est passé à l'épreuve du temps au niveau de la robustesse, etc. Est-ce que ça remet en question? À voir. En tout cas, pour l'instant, tout le schéma narratif qui est construit autour de Ethereum, autour du merge, de la mise à jour 2.0 de Ethereum, etc., il faudra, il faudra réfléchir à ça parce qu'en fait, du coup, maintenant, Ethereum compte sur les roll-ups. Mais avant de pouvoir compter sur les roll-ups, il faut qu'ils puissent d'abord compter sur leur propre blockchain proof of stake. En fait, c'est ça le truc. Donc voilà, je lance comme ça des pistes ou des angles de réflexion comme ça au public. À vous de réfléchir ou pas. Si vous êtes à fond dans Ethereum, il n'y a aucun... Je m'en fiche complètement. Ça sera même avec plaisir que chacun puisse débattre et dire leurs avis. Et je vois dans le chat, il y a même Tsukiball qui me disent les bitcoins maximalistes se frottent les mains. Et oui, on rentre dans une zone qui est inconnue. Et si ils ont dit que leur... Alors, ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais ils ont dit que leur mise à jour allait être pour juin. Donc maintenant, c'est plus juin, c'est mois d'août. Et je pense que ça sera encore après novembre-décembre, peut-être même l'année prochaine ou milieu de l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, ils parlent du mois d'août. Et ben en fait, il faut à chaque fois qu'il y a eu une grosse mise à jour d'Ethereum ou un fork, comme le fork London, etc., à chaque fois ça s'est bien passé. Mais à chaque fois il y a un risque aussi. Et ce risque-là, il faut le prendre en compte. Voilà, maintenant à voir ce qui va se passer dans les prochains jours, enfin prochains jours non, plutôt dans les prochains mois, voire même avec Ethereum, prochaines années, ça risque d'être un peu plus long que prévu, je pense. À suivre. Je vous mettrai dans la description les liens si vous voulez aller voir toute la documentation que j'ai utilisée pour vous parler de ça. Ensuite, news, il y a la société d'analyse de blockchain qui s'appelle Elliptic qui annonce avoir reçu un financement de JP Morgan. Donc en ce moment, JP Morgan et aussi Goldman Sachs, ils sont à fond. Ils sont à fond dedans en ce moment, ils investissent, ils en parlent beaucoup. Ça par contre, je sais pas si c'est bien ou mauvais, mais en tout cas, les gros fonds de pension, d'investissement et tout, ils regardent ce qui se fait de près et ils mettent de la monnaie. Donc là, sur Elliptic, alors Elliptic c'est quoi? C'est une boîte de... C'est une société, donc c'est une entreprise qui génère des données dans la blockchain, donc on-chain, et qui les fournissent et qui les agrègent et qui les fournissent tels que les grands acteurs en ont besoin, notamment dans le cadre de la régulation et de la criminalité financière. Donc là, ils disent, eux, nos solutions et services de conformité cryptographique sont utilisés par les entreprises, cryptographie, les institutions financières et les régulateurs pour détecter et prévenir la criminalité financière. En gros, s'il y a un gros problème, ils vont traquer certains fonds et à mon avis, ils les ont aidés à traquer aussi en Russie, ce qui s'est passé et tout. Et en fait, les gros acteurs, en fait, ils utilisent Elliptic
et ils n'utilisent pas les solutions que nous on connaît qui sont grand public, ils vont plutôt utiliser Elliptic. Et du coup, dedans, il y a les gros fonds d'investissement, il y a aussi la Wells Fargo qui sont rentrés, en plus de JP Morgan. Donc là, Elliptic, ça bouge chez eux, ils fournissent des services. Donc si les grandes institutions et tout, maintenant, ils ont tous besoin de services dans la blockchain, potentiellement, ça veut dire que c'est intéressant. Ensuite, on a Tether qui lance un stablecoin indexé sur le peso mexicain. Alors bon, j'aurais pu m'arrêter à là et passer à la news suivante, mais ce qui est intéressant quand même dans l'article, c'est de lire ça. Nous avons constaté une augmentation de l'utilisation des crypto-monnaies en Amérique latine au cours de l'année dernière, ce qui a montré que nous devons élargir nos offres. Et un peu plus tard, là juste après, je vais vous parler du Paraguay aussi. Et du coup, vu qu'il y a une augmentation forte en Amérique latine, alors moi je ne savais pas, donc du coup j'apprends qu'il y avait une augmentation forte en Amérique latine, bah du coup ils proposent des services supplémentaires en Amérique du Sud, donc ça c'est intéressant. En plus de ça, Tether il propose aussi l'USDT, mais sur la blockchain Polygon, donc ça c'est intéressant de le noter. Je m'arrêterai là pour cette news. Et maintenant je voudrais vous parler du Portugal. À tous les amis portugais, ils sont nombreux en France, salut à vous, si vous m'écoutez. Sachez que le Parlement portugais rejette les propositions de taxes sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Alors, attention, quand il y a un effet d'annonce comme ça, il faut lire le contenu. On ne peut pas s'arrêter juste là. Le Parlement portugais rejette les taxes. C'est vrai. Il y a eu deux... En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Il y a eu deux partis politiques, mais qui sont minoritaires de gauche, voire même peut-être même d'extrême gauche. En tout cas, moi, je ne connais pas trop la politique au Portugal, mais si vous connaissez, qu'il y a des Portugais dans la salle, les partis de gauche s'appellent Bloco de Esquerda et Livre. Livre, c'est une traduction, donc ça doit être dit en portugais. Et en fait, ces deux partis politiques-là, ils sont minoritaires là-bas au Portugal. Ils ont proposé un article de loi pour taxer assez fortement les cryptos au Portugal. Et aujourd'hui, le Portugal, c'est crypto quasi zéro. Taxe quasi zéro sur les cryptos, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont au Portugal. Maintenant, ils ont mis, je crois qu'il y a maintenant des petites taxes, mais maintenant, ils réfléchissent à remettre des taxes. Donc ça, les deux petits partis politiques minoritaires, et on leur a retoqué leur projet de loi, on leur a dit monsieur, merci, mais non merci. Donc leur loi à eux, c'est non. Mais par contre, du coup, la présidence au Portugal est ceux qui sont à la présidence du Portugal est un parti politique de gauche, donc c'est le Parti socialiste du Portugal, qui est au pouvoir et qui contrôle du coup la majorité pour pouvoir voter les lois au Portugal. Et donc du coup, eux, ils veulent mettre des taxes. Vous voyez, c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire que quand on lit ça, on se dit le Parlement portugais rejette les taxes sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais si on s'arrête là, c'est pas assez. Parce que c'est pas vraiment la vérité. C'est là ils ont rejeté les trucs des partis minoritaires. Mais le parti majoritaire socialiste veut mettre des taxes au Portugal. Et ils vont en mettre. Ils attendent juste qu'ils doivent certainement réfléchir à l'art et la manière comment ils vont le faire. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais ils vont les mettre. Ils vont les mettre quand et seulement quand ça sera eux qui auront fait le projet de loi et ils voteront leur projet de loi à eux qu'ils auront eux-mêmes présenté. Vous voyez le truc. Donc en fait voilà, c'est ce qui va se passer, mais pour l'instant ça a été rejeté. Voilà, faut le savoir. Mais il fallait que je vous le dise parce que c'est quand on voit ça sur Twitter, on se dit ouais bon bah voilà. Mais il faut lire l'article et quand on lit l'article, on voit que c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, on a une blockchain qui s'appelle Solana, donc c'est une blockchain Solana, c'est une blockchain qui fonctionne, bon vous le savez, hein, ça fonctionne sur le principe du POH, Proof of History. Donc ça fonctionne avec la montre, ça fonctionne avec les heures et les minutes. Mais en fait, la blockchain qui fonctionne avec les heures et les minutes, elle a 30 minutes de retard. Alors peut-être qu'au moment où j'en parle, là c'était le 27 mai, hein, peut-être qu'au moment où j'en parle, c'est déjà fini, mais il faut quand même le savoir, ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, vu qu'elle a 30 minutes de retard pour une blockchain Proof of History, bah en fait, ça crée des... En fait, c'est pas grave, si vous voulez. Enfin, je dis à chaque fois, c'est pas grave. Si, c'est grave, ça devrait pas arriver en réalité. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ça n'affecte en rien les transactions qui se font sur la blockchain et
les appels de smart contract ou quoi que ce soit. C'est juste que la blockchain, elle a 30 minutes de retard. Mais pour une blockchain proof of history, qui fonctionne avec la montre, c'est assez problématique. Et je vois Roro qui dit dans le chat, ça fonctionne quand ça veut. Ouais, bah comme je disais au début de la vidéo, en fait, c'est maintenant tout le monde tire à boulet rouge sur Solana. Mais pourtant, avant, personne tirait à boulet rouge sur Solana quand c'était le narratif et que ça valait 250 $ et tout ça. À cette époque-là, c'était pas le cas. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte et vient à l'évidence. Pour ça, je suis assez content parfois d'être un peu à être seul avec mon épée contre tout le monde. Enfin, c'est pas contre tout le monde, mais ce que je veux dire, seul avec mon épée contre l'avis global et généralisé qui me vaut parfois des petits commentaires un peu salés. Mais c'est toujours intéressant de regarder la réalité, ce qui se passe, c'est tout. Donc là, voilà, la blockchain a 30 minutes de retard, mais ça n'affecte pas les transactions. Donc en fait, il n'y a pas de conséquences dangereuses par rapport à ça, mais il faut savoir que en fait, ce qui se passe, pour que je vous donne quand même le détail, c'est que normalement, pour que le validateur sur Solana valide un bloc, eh ben, il faut le créneau idéal, donc ils appellent ça le slot time, donc le temps qu'il faut pour qu'un validateur puisse valider le bloc est de 400 millisecondes. Donc ça veut dire que, en fait, ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été multiplié par 2. Donc en fait, c'est une espèce de ralentissement de la blockchain. Et vu que la blockchain a été ralentie, le temps de validation des blocs a été ralenti, donc là, est de 2 fois plus lent, ben en fait, du coup, la blockchain, elle n'est plus à l'heure. Au lieu que le système Proof of History, donc le système Proof of History, c'est qu'il prend les transactions en fonction de l'heure à laquelle elles arrivent, et non pas en fonction de celui qui paye le plus, bien qu'on peut modifier un peu ça. Et ben en fait, le truc, c'est que elles arrivent toujours dans le gros tuyau là, dans le gros tuyau central, elles arrivent toujours dans l'ordre, mais elles sont plus à l'heure, si vous voulez. Donc là, peut-être que d'ici les 3 derniers jours, ça a été réglé, il faudrait que j'aille voir, mais en tout cas, c'est pas un signe de stabilité pour une blockchain d'avoir des dysfonctionnements de cet ordre-là. Surtout que c'était pas la première fois que ça s'arrête quand même assez fréquemment. Donc, moi je suis persuadé que Solana ça marchera. Ça marchera bien, mais ça risque d'être quand même assez long. Parce qu'en fait, ils comptent sur la puissance des processeurs pour scaler. Donc ça se complique un peu pour Solana en fait si vous voulez. Donc, mais je suis confiant qu'ils y arriveront. Mais là c'est vrai que ils n'ont pas de chance. En fait j'ai une solution pour eux. Il faudrait en fait ce qu'ils fassent, c'est qu'il faudrait qu'ils augmentent les frais de transaction. Je pense que ça c'est une bonne solution pour Solana. C'est que s'ils augmentent les frais de transaction, en fait Solana il souffre du fait que en fait quand vous faites une transaction c'est quasiment gratuit. Mais vu que c'est gratuit, il y a des bots dans tous les sens qui vont... si vous m'avez suivi aussi le live que j'avais fait avec Crypto... j'ai oublié son nom. Enfin bref, le pro des NFT sur Solana, en fait il nous disait qu'il y avait des bots de partout qui vient, qui prend les trucs, qui fait du trading de haute fréquence, qui achète les NFT, qui spot les trucs. Donc en fait, vu que les frais sont trop bas, ça crée une prolifération d'utilisation de bots. Ça c'est moi qui dis. Qui propose une solution. Et peut-être que s'ils augmentaient les frais du réseau, tous les bots qui servent un peu à rien pour gagner 3 francs 6 sous, eux, ça les éliminerait d'office. Qui mettent des frais de transaction à 5 centimes, par exemple. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui est intéressant pour Solana. Et puis après, les frais du réseau, comme ça, au moins, ils les récupéreraient d'une certaine... Enfin, je réfléchis à des solutions pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont des difficultés et il faut vraiment qu'ils accélèrent un peu sur leur stabilité, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a une news, c'est le ministère russe des Finances fait appel à la cryptographie pour les règlements internationaux. Alors là, ça c'est des décisions qui sont politiques, c'est-à-dire que, alors, Bast, tu me demandes de m'étirer le dos, c'est ce que je fais. Donc le ministère russe des Finances, en fait, eux, ils ont, comme vous le savez, je pense que vous le savez, les Américains, ils leur ont bloqué le système de transfert de monnaie SWIFT. Et en fait, les Russes, ils ont un gros problème, c'est que, alors, entre guillemets, chez nous, d'un point de vue comment on appelle ça, du bloc de l'Ouest, d'un point de vue du bloc de l'Ouest,
les riches en Russie, on les appelle les oligarques, et les riches du côté français et européen, on les appelle, on les appelle des entrepreneurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les riches russes, qui ont beaucoup d'argent, les fameux oligarques russes, on appelle ça comme ça, qui ont plusieurs milliards de dollars, en fait, ils les ont, mais ils les ont à l'étranger. Donc ça fait que j'ai lu qu'il y avait plus de 300 milliards, un truc comme ça. Je dis une bêtise, il y a la Russie, juste la Russie seule, hein, qui détient 630 milliards de réserves, dont la moitié, oui c'est ça, donc c'est bien 315 milliards, dont la moitié est détenue à l'étranger dans des banques commerciales. Donc 315 milliards qui appartiennent à la Russie sont bloqués dans les banques centrales étrangères parce qu'en fait les Américains ils ont ordonné le blocage de l'argent des Russes. Donc là ils jouent avec le feu, ça c'est pas bien. Mais bon bref, c'est des décisions politiques. Et du coup, pour pallier à des problèmes de style, de type embargo, de type SWIFT fermé, de type limitation, là on voit que par exemple Binance a empêché le dépôt de crypto des Russes ayant des actifs supérieurs à 10 000 dollars. Donc blocage d'actifs, blocage d'échanges, blocage de monnaie dans les banques centrales étrangères, blocage de systèmes de paiement. Donc en fait pour eux c'est une décision politique que d'accepter ça. Peut-être qu'ils l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eu toutes ces interdictions. Et donc en fait, si on se met à la place des Russes, on se dit bah attendez, on nous bloque tout. Donc vu qu'on nous bloque tout, bah en fait il faut que je puisse utiliser tout ce qui est dans ma palette dans la palette d'outils disponibles pour pouvoir faire des transactions. Donc en fait je pense que c'est comme ça qu'ils doivent réfléchir, enfin je pense, c'est ce qu'il y a écrit en tout cas. Donc vu qu'il y a tous les blocages, bah en fait ils ont accéléré ça. Et en fait ils considèrent ça comme une alternative au protocole bancaire international SWIFT. Seulement, les Américains et les instances internationales, elles ont dit qu'en fait, ces décisions-là, elles ont une portée qui est limitée sur le commerce. Voilà, donc ça veut dire que, en fait, c'est ok, c'est peut-être théoriquement possible, mais il y a encore une adaptation aux acteurs traditionnels pour pouvoir faire ça, et surtout, ça a peu d'impact. Voilà, c'est prêt. L'article est présenté comme ça et les acteurs ont présenté ça comme ça. Donc chacun lui pensera comme il veut, mais bon, je trouve que c'est plutôt bien. Peu importe, c'est pas une question de guerre ou pas de guerre, c'est que si des gens utilisent la crypto pour pouvoir faire des échanges, parce que à la base c'est quand même fait pour ça. Après, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça c'est un autre débat, mais à la base, je pense que c'est fait pour faire des échanges, le réseau, pour échanger de la valeur et tout ça, et donc qu'un pays l'utilise pour faire un échange de valeur, je trouve que c'est intéressant. Après, voilà, je suis pas pro-guerre, ni contre... Enfin, je suis contre rien, j'ai pas d'avis, voilà, mais je me base juste sur l'article. Ensuite, et là c'est très important, il y a le Paraguay. Alors Paraguay, ou Paraguay, en anglais ils disent ça comme ça, le Paraguay, approuve le projet de loi sur la réglementation de la crypto via un vote 40-12. Et là c'est intéressant. Parce qu'en fait, ils disent, après que El Salvador et la République centrafricaine, donc il y a deux pays qui ont approuvé le Bitcoin comme monnaie légale. Ok. Mais en fait, le Paraguay, alors attention, le Paraguay n'a pas adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Ça, c'est pas vrai. Faut bien lire le truc, en fait, c'est pas ce qu'il y a écrit. En fait, ils ont adopté une réglementation. Donc eux, ils ont une réglementation. Mais en fait, eux, ils ont une réglementation, mais elle est intelligente. Ok. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'en fait, au Paraguay, ils ont les prix de production d'électricité qui est l'un des moins chers du monde. Et vu que son coût d'électricité est peu coûteux et que son environnement est crypto-friendly, bah en fait, le Paraguay a toujours été considéré comme un paradis du minage pour pouvoir extraire des cryptos et tout ça. Et du coup, le Paraguay, ils ont vu ça, et plutôt que d'interdire ou de bloquer, bah en fait ils ont dit bah écoutez ça crée de la croissance dans notre pays, donc on va juste le réglementer, mais on va pas l'interdire, on va le réglementer. Parce que en France, quand on dit réglementer, in fine, ça veut dire réglementer tellement fort que c'est comme si c'était une interdiction. Alors que là, au Paraguay, ils vont réglementer, mais en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander à toutes les entreprises
qui font du minage de Bitcoin de le déclarer, tout simplement. Donc ils vont le déclarer et ils vont devoir le déclarer à l'agence anti-blanchiment d'argent du pays au Paraguay, tout simplement. Donc c'est ça, la nouvelle législation exige que les échanges de Bitcoin enregistrent leurs entreprises en tant que fournisseurs de services d'actifs virtuels. Voilà, tout simplement. Il faut se déclarer, il faut payer ses impôts et vous pouvez faire vos actifs de manière légale. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien et ils vont en faveur de... ils voient qu'il y a une nouvelle activité qui se crée dans le pays, un peu comme aux États-Unis. Hein. Ils ont à peu près la même réflexion. Et ben ils disent, on va le réglementer, mais on va pas l'interdire, on va juste réglementer, on va gérer et on va essayer de se développer comme ça. Donc là, c'est intéressant ce qui se passe au Paraguay et ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Alors, ça veut pas dire taxe zéro, Bitcoin obligatoire ou quoi que ce soit, hein, mais ça va dans le bon sens. Et puis ensuite, alors j'avais dit que j'en parlerai plus, mais ça va durer 2 secondes. Il y a eu 2 bugs successifs sur Luna 2.0. Donc là, en l'occurrence, c'est sur... ça s'est fait... En fait, il y a eu un bug. Il y en a eu un qui a eu un bug sur un oracle. Et en fait, ils ont confondu le prix du Luna classique, donc ça c'est l'ancien Luna, avec le nouveau Luna. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des montagnes d'argent incroyables. Donc c'est un bug. Et donc du coup, il y a eu tout un roulé-boulé, enfin c'est n'importe quoi. Et il y a eu une autre news où pareil, mais cette fois c'est sur Mirror Protocol. Il y a eu pareil, à peu près le même type de même problème. Et ce qui fait que des gens ont réussi à extraire de la monnaie. Et du coup, il y a eu 2 millions de dollars qui ont été drainés. Et l'autre, pareil, je crois, il y a eu 800 000, mais 2 fois. Donc ça... En gros, voilà, il n'y a rien qui va sur la blockchain Luna. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est un carnage et il y a même des soupçons comme quoi ça pourrait être le fondateur qui fait des trucs. Moi, j'accuse personne, mais en tout cas, loin de moi ce type de projet. Voilà, j'espère que ces news vous ont plu. Vous avez vu, c'était dense, ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo, mais là, je suis content de vous retrouver. Franchement, ça fait plaisir. Je vous propose un truc. Sur YouTube, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ça sera avec plaisir. Sinon, un petit pouce comme ça, je monte un peu et on pousse le Bitcoin vers le haut, s'il vous plaît. Vers le haut. Et puis sinon, je suis dispo sur Twitter. Vous pouvez me suivre en bas dans la description. Je vous dis à plus YouTube. C'était un plaisir. À la prochaine. Ciao, à plus.